Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaosium vient de sortir un nouveau supplément pour l'appel de Cthulhu. Il s'agit du compagnon du Sutra des Feuilles Pâles, qui est une mini-campagne dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous incite à la voir si vous ne l'avez pas vue, puisque ça risque d'être un peu compliqué sinon. Donc pour résumer, il s'agit d'une série de scénarios qui a été conçue par les Fils de la Singularité, qui sont un groupe qui a notamment de... C'est un groupe de créateurs de l'appel de Cthulhu, de scénaristes, qui sont basés essentiellement en Asie du Sud-Est, Chine, Taïwan et Japon, et ils ont réussi à pitcher à Chaosium de sortir sous le label officiel Chaosium une campagne qui se passerait au Japon dans les années 80. Les années 80 au Japon sont intéressantes parce que c'est la bulle, donc c'est le moment où en fait ils ont beaucoup d'argent, tout va gonfle, et c'est un peu les rois du monde. Rappelez-vous d'Ayard, où on a l'impression que les Japonais contrôlent tout. Et cette bulle a fini par exploser au tout début des années 90, qui a lancé en fait ce qu'on appelle la décennie perdue, où en gros le Japon était en récession pendant un paquet de temps. Et donc l'idée c'est qu'au milieu de tout ce déluge d'argent comment dire, d'argent et de folie, quoi, quelque part, il y a une incarnation du roi en jaune qui arrive. En fait, l'idée c'est que le roi en jaune aide à la base asiatique, comme Bouddha, en fait, il est passé de pays en pays pour aboutir au Japon, sous la forme d'un livre qui s'appelle donc le Sutra des feuilles pâles, qui en gros est un mime, donc dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que c'est une sorte de virus mimétique, c'est une idée qui est implantée et qui se dispose comme un virus à travers tous ceux qui lisent le livre ou qui voient des versions un peu épurées sous forme de bande dessinée, sous forme de films, sous forme de jeux vidéo, qui infectent de plus en plus les gens. Et le but, en fait, c'est que le prince des feuilles pâles, qui est le roi en jaune, en fait, puisse venir de Carcosa et venir sur Terre et transformer en fait la Terre en Carcosa, pour aller vite. Donc le roi en jaune, vous connaissez, c'est l'un des grands méchants des avatars de Astur dans l'appel de Cthulhu. Je vous conseille de lire le livre Original Chambers, qui est quand même assez différent par rapport à ce que Lovecraft en a fait, mais où il y a tout un peu la base. Donc on va voir, donc ce compendium en fait est une suite de scénarios supplémentaires qui offre aussi potentiellement la fin de la campagne, mais comme vous allez le voir, je suis assez timoré par la structure même du livre. On va y revenir. Donc, le livre s'articule sur 4 scénarios. Donc, il y en a un qui est divisé en deux, qui s'appelle la Demoiselle du Pont, la Bridge Maiden, qui est un personnage antagoniste complémentaire au roi en jaune. En gros, c'est le héros, dans le sens, le porteur de drapeau du roi en jaune qui amène en fait le prince des feuilles pâles. Il y a un autre scénario qui s'appelle Wonderland, donc le pays des merveilles, qui est plus basé sur une sorte de jeu vidéo qui est complémentaire. Et il y en a un dernier qui s'appelle le Fixeur, donc l'entremetteur, celui qui est très bizarre, parce qu'en fait c'est le dernier chapitre du livre, et pourtant, parce que le grand final est censé être la deuxième partie de la Bridge Maiden, donc de la Demoiselle du Pont. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre, moi j'aurais mis en dernier, mais bon, passons. Donc sans tarder, on va se pencher un peu là-dessus, sur ce que nous réservent justement les Fils de la Singularité. L'intro est exactement stricto sensu la même que dans le livre de la campagne, donc le Sutra des Feuilles Pâles, donc le principal en fait, puisque on vous réexplique encore une fois que c'est une campagne modulaire, on vous présente le Japon des années 80, et ce que vous pouvez trouver, pour comment concevoir votre campagne, donc rappelle que sont les années 80, qu'est-ce que la bulle économique, comment est-ce que vous pouvez faire un investigateur, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans les années 80, donc les ordinateurs, les pagers, il y avait des gros téléphones, les taux d'échange entre le yen et le dollar, le métro existant, j'en passe et des meilleurs. Ça, vous avez strictement sensu le même dans le bouquin principal, et le bouquin principal est mieux fait parce qu'il est beaucoup plus important. Encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est un compendium, donc c'est un compagnon, c'est pas censé être le livre principal. Il y a une réexplication du sutra, donc le sutra c'est l'antagoniste en fait du jeu, c'est une espèce de parasite intellectuel qui se développe chez les gens qui lisent le livre et qui sont infectés, et quand vous êtes complètement infecté, donc c'est une échelle qui va de 1 à 100, en gros c'est comme la santé mentale, vous en prenez, et quand vous arrivez à 100, plus vous en prenez, plus le roi en jaune a le contrôle sur votre esprit, à la fin vous êtes un espion quasiment du roi en jaune, et à 100 il efface votre personnalité, sauf quand ça l'arrange, et vous devenez en fait
bah, vous devenez une émanation du roi en jaune. Et la principale opposition du livre, c'est un culte qui s'est monté depuis 10 ans, qui propage en fait la lecture et la corruption du roi en jaune pour faire amener enfin le prince à Tokyo et faire que le Carcosa se manifeste, en fait, littéralement. Donc, vous avez déjà vu dans le livre de base, enfin, dans le livre principal de la campagne, il y avait déjà quelques expositions. Les règles restent concrètement les mêmes, il faut faire très attention. Il est sûr que la première fois que les joueurs sont infectés, ils font pas attention, et puis après, ils vont faire de plus en plus gaffe. Sachant qu'en plus, le livre est assez vicieux parce qu'il peut se forcer sur vous. Il y a des effets où, si vous l'avez lu qu'en partie pour vous inciter à le relire, c'est plus vénère que la plupart des ouvrages du mythe. Il y a quelques sorts dedans, mais c'est très succinct. Et c'est vraiment des sorts qui sont spécifiques pour cette campagne. Et il y a beaucoup de conseils sur comment jouer le prince, parce que tout l'intérêt du bouquin, c'est justement ça, c'est que vous êtes de plus en plus parasité par la présence du prince, et que vous devez jouer de manière plutôt astucieuse un avatar, encore une fois, du roi en jaune et de Hastur. Et on a une description donc, de l'association des feuilles pâles, qui est le grand culte, qui a pris, en fait, au fur et à mesure de la campagne, une ampleur de plus en plus importante jusqu'à en fait, au final, qui est la Bridge Maiden, donc la jeune fille du pont, qui est censée être la fin de la campagne, c'est pas. Les principaux antagonistes qui vous sont présentés dans le bouquin, qui étaient déjà dans le bouquin de base, en fait. Mais dans le bouquin de base, on vous disait, bon, ils existent, mais ils n'ont pas d'intérêt, et en fait, c'est pour le compagnon, et donc ils sont présentement. Donc vous avez le premier, donc Ohira, c'est le chef du culte. Nishikado, c'est le concepteur d'un jeu vidéo, donc ça sera dans le 2e chapitre. Et Ashihime, c'est celle qui deviendra en fait la gardienne du pont, et celle qui va amener le prince sur Terre. Vous avez la liste, en fait, comme je disais, le capteur, en fait, l'expansion du culte à travers la société, et à quel niveau ça empire. Plus il y a de cultistes, en fait, plus potentiellement le roi en jaune va arriver vite, et ça peut être la catastrophe. Après, il l'utilise pas vraiment en jeu, c'est plus une échelle pour vous qu'autre chose, ou à moins que vous vouliez vraiment bosser votre scénario autour de ça. Petit truc assez intéressant dans le jeu, il y a les confidents. Donc les confidents sont des gens qui vous donnent les missions. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour vous faciliter l'introduction de chaque scénar, on vous donne 3 profils de personnages qui peuvent vous introduire, en fait, qui sont amenés à être confrontés à la corruption, en fait, de l'association des feuilles pâles, qui veulent lutter contre ça, et qui vous donnent 3 angles d'approche différentes. Donc la première, c'est un flic, donc il peut vous sortir de prison, et patati. Le deuxième, c'est un prêtre, donc il a un support psychologique, religieux, et il a des grandes connaissances justement sur comment contrer le parchemin, enfin le sutra. Et enfin, il y a la comtesse, qui est plutôt une occultiste, enfin une héritière, en fait, d'une longue lignée d'occultistes, et qui finance les gens qui luttent contre le supernaturel. Donc l'illustration, c'est toujours chouette, hein, je crois que c'est la femme de l'un des concepteurs du jeu, qui est japonaise, qui a fait l'essentiel des dessins. C'est vraiment très très cool, enfin, c'est très très différent de ce qu'on voit d'habitude dans l'appel de Cthulhu, mais c'est pas dégueulasse, hein. Je trouve ça assez rafraîchissant et différent. En plus, tout est bien foutu, enfin, les polices de caractère, enfin, il y a un très très gros boulot là-dessus, évidemment. Donc le premier chapitre, c'est la jeune fille du pont, qui vous introduit, en fait. Ça vous plonge dans le prêt-à-porter, puisque, en gros, l'avatar, qui sera la future gardienne du pont, et au début du bouquin, n'est pas encore infectée. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle vous dit « Ah, mon frère a disparu, est-ce que vous pourriez retrouver mon frère ?» Et son frère, grosso modo, l'idée, c'est que la gardienne du pont, à l'origine, si vous connaissez un petit peu l'histoire du Japon, il y a une grande bataille entre 2 clans. L'un des clans, c'était le clan Minamoto, et l'autre, j'ai plus le nom, qui était sur le point, en fait, c'est comme la guerre des roses, en fait, en Angleterre, et c'était sur le point les deux factions se prenaient la tête pour essayer de contrôler le Japon. Et les Minamoto, c'est connu, ont chopé l'autre faction qui était en train de se barrer, ils ont fléché tout le monde alors qu'ils étaient sur des bateaux, et tout le monde est mort. Et l'idée, c'est qu'il y aurait cette famille aurait un grand coffre, un grand trésor qui se cacherait quelque part au Japon, que tout le monde recherche, un peu comme les Templiers. Et l'idée, c'est que, en tout cas dans le scénario, on vous dit que les perdants de cette bataille, donc ceux qui ont été tués par les Minamoto, étaient en fait des serviteurs du roi en jaune, qu'ils avaient déjà créé un avatar pour la gardienne du pont, qui était Tomoe, enfin c'est une espèce de samouraï, enfin une femme samouraï à moitié mythique
dans la région, comment dire, dans l'histoire japonaise. Et donc, pas de bol, donc elle meurt, ils sont bien coincés, et surtout gros gens comme devant. Donc le culte au XXe siècle se dit, bah, on sait que cette personne s'est forcément réincarnée, donc il faut qu'on retrouve son nouvel avatar, sa nouvelle réincarnation. Et donc ce qu'ils mettent en place, c'est qu'au cœur de Shibuya, donc qui est vraiment la gare centrale japonaise où il y a énormément de trafic, ils créent une sorte de caméra mystique pour aller vite. Et avec ces caméras mystiques, ils peuvent percevoir automatiquement, reconnaître la personne qu'ils cherchent. Donc ils savent que c'est... ils arrivent à découvrir que c'est cette jeune fille qui travaille dans la mode et compagnie. Et en fait, ils font un point de pression pour essayer de l'assimiler, pour la contrôler, pour après lui retourner le cerveau et la transformer réellement en incarnation de la gardienne du pont. Il manipule son frère, qui est un pauvre gars en fait, qui a plein de dettes et compagnie. Et à la fin, on lui dit, bah, il y a un gars de l'APL qui vient le voir et qui lui dit, bah écoute, on a un moyen simple de résoudre tes problèmes, signe ici, je te file plein d'argent, tu peux rembourser les Yakuza qui sont présents ici, qui sont présents juste là. Il fait ça, mais la contrepartie, en fait, c'est qu'il a signé un puissant rituel de Cthulhu, qui est dans le grand grimoire de Cthulhu, et il se transforme en espèce de monstre dégueulasse, complètement contrôlé. C'est même plus qu'il est un avatar du roi en jaune, comme tous ceux qui sont complètement corrompus par le sutra, mais c'est une espèce de créature pathétique, dégueulasse, qui rôde sous terre et qui devient complètement liquide. Et à partir de là, donc l'idée, c'est que les joueurs vont être engagés par la sœur, qui est en fait la personne que recherche le culte, pour retrouver le frère, qui est lui-même devenu une sorte de monstre, qui vit dans les égouts sous Shibuya, si je dis pas de bêtises, ou Harajuku, je sais plus, et qui dévore les gens. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez pas vraiment gagner, quoi. C'est-à-dire que ce que j'ai pas trop aimé dans le scénario, je vais y revenir, mais on a l'impression un peu désagréable que de toute façon, vu que c'est la partie 1 du scénar, la jeune fille va forcément se faire choper par le culte à la fin, transformer, se faire laver le cerveau, parce que sinon il n'y a pas de deuxième partie. Donc voilà, passer ça, c'est un scénario d'enquête assez intriguant, puisqu'en fait on va passer son temps à écumer les stations de métro les plus connues de Tokyo, notamment Harajuku, Shibuya, Shinjuku, pour trouver en fait où a pu disparaître ce type. Vous allez interviewer des Yakuza, vous allez fouiller sa maison, vous allez ainsi de suite, pour petit à petit enquêter, enfin discuter avec sa sœur, discuter avec les parents, pour trouver à la fin qu'il a disparu, quand il a remboursé Yakuza, le Yakuza dit c'est bizarre, il était à moitié... Enfin, il commençait à se transformer, quoi, il ne le savait pas. Et on vous dit, il a été passé un coup de fil. Et donc au début, il dit, ok, s'il a passé un coup de fil, c'était uniquement pour choper des numéros de prêteurs sur gage. Et en fait, dans l'une des cabines de téléphone, il y a l'espèce de machine qui permet de contrôler les gens, enfin l'espèce de caméra mystique du culte du roi en jaune. Et si vous regardez dedans, c'est un truc qui vous rend complètement fou. Il y a une petite encartade qui dit « je mets ma main dedans ». Il fait « non, c'est pas une bonne idée de mettre votre main dedans ». Vous commencez à mener une enquête au sein du réseau de métro, notamment avec un réalisateur qui veut filmer un peu les métros et la vie des gens qui vivent dedans, qui est devenu moitié fou en fait, parce qu'il a vu l'œil, sans faire exprès, du sutra. Donc c'est assez rigolo, quoi. Il y a plein de petits... C'est vraiment une petite enquête urbaine très sympatoche, où le but à la fin, c'est évidemment de récupérer la caméra néfaste, donc le mandala en fait, du roi en jaune, pour éviter qu'il puisse infecter et rendre fou d'autres personnes. Et vous devez finir par, en allant dans le souterrain du métro de Shinjuku, pour trouver la personne que vous recherchez, et là cette personne est devenue complètement folle, est un véritable monstre, et vous devez plus ou moins, vous pouvez l'affronter, mais ça risque de très mal se finir, donc il faut à moitié fuir, utiliser la lumière pour l'arrêter, et user de stratagèmes pour vous en sortir, quoi. Et c'est tout, c'est un scénario qui est assez simple, qui permet un petit peu de jouer sur l'horreur. Ça joue beaucoup sur l'horreur, je trouve. Si vous avez lu Clive Barker, les livres du sang, il y avait le Midnight Meat Train, le train de viande de minuit, où c'est un peu cette ambiance-là, dès que vous êtes sous terre, ou Mimi de Guillermo del Toro. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, alors c'est très très vieux maintenant, mais il y a un survival horror sur PS1 qui s'appelait Hell Night, qui était un peu ce concept-là, c'est que vous vous retrouvez sous terre, coincé, et il y a un gros monstre qui vous poursuit, que vous entendez, qui est pas très loin, qui est à moitié invisible, et tout le jeu, en fait, c'est de vous balader dans les réseaux d'égouts pour trouver une solution. Il y a un rituel à stopper, un machin. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et comme je disais, je suis très déçu parce que le final, c'est bon, en fait, vous avez perdu. Enfin, effectivement, vous avez retiré la mandala. Vous avez peut-être
neutraliser le frère, mais au final, bon, de toute façon, la fille, la sœur, elle se fait choper, il lui retourne le cerveau, et basta. Et ça, je suis pas trop fan, donc bref. On a tous les éléments, comme d'habitude, qu'il y avait dans la campagne principale, à savoir qu'on vous donne quand même beaucoup d'informations, on vous dit plus ou moins comment peut finir le scénario, donc la bonne fin, la mauvaise fin, la super fin. Il y a des lore sheets, donc c'est des petites pastilles d'historique que vous pouvez utiliser pour donner des éléments sur la culture japonaise par rapport au scénario évidemment, et qui donnent des bonus à vos personnages si vous estimez qu'ils ont eu... Parce qu'en fait, généralement les lore sheets vous donnent à la fois... donc c'est pas mal, en fait, on vous donne une explication sur le Japon, sur un truc par exemple là, sur l'aqueduc, donc les trucs souterrains, mais d'un autre côté, des fois, ça peut être lié à l'historique de votre personnage. Et vous dites, bah, par exemple, tu as déjà été dans un truc comme ça plus jeune parce que tu t'es perdu et patati patachmol. Et ça vous donne un bonus à votre jet, et ça permet un petit peu d'offrir une coloration pour un élément d'historique. Donc ça, c'est le premier scénario qui m'a pas transcendé, je vais avouer. Le deuxième est beaucoup plus rigolo, assez barré. Donc c'est sur un jeu vidéo qui s'appelle Wonderland. Donc Wonderland est basé sur le Pays des Merveilles. C'est un MUD. Donc les MUD, c'est ces très très vieux jeux vidéo qui étaient en gros plus ou moins très inspirés par des RPG, uniquement en texte où on se déployait. Donc je crois que c'était plus poussé que Zork et compagnie. Et quand Internet est apparu, les gens ont pu jouer, faire des MUD en ligne où ils interagissaient avec d'autres personnes. Donc c'était un peu quelque part les ancêtres des MMORPG, mais 10-15 ans avant. Et donc l'idée de ce jeu, c'est que il y a un type, en gros, il y a un membre du culte, qui est un grand, qui fait des... C'est ça qui est rigolo, c'est qu'au début, il vous explique que Lewis Carroll a lu le sutra des feuilles jaunes, pas complètement, qu'il est devenu fou, et là, il a commencé à écrire Alice au Pays des Merveilles. Et que quelque part, donc Alice au Pays des Merveilles, c'est une version très très épurée de la pièce du roi en jaune, qui est dans ce contexte de campagne, qui est pas une pièce en fait, parce que Chalmers lui aussi a été infecté. Donc en fait à la base c'était un sutra qui venait du fin fond de l'Orient. Et donc là, il y a un type un informaticien qui va être membre du culte, qui va créer ce jeu vidéo en ligne, mais à tester. Donc c'est encore un jeu qui est à l'état de bêta. Et ce qui va se passer, c'est qu'en parallèle, il y a 3 étudiants, enfin 3 jeunes gamins lycéens. Donc il y a 2 gamins parfaitement innocents et un psychopathe. Le psychopathe va tomber sur le jeu vidéo et il va commencer à manipuler, faire des jeux pervers sur ses petits camarades en les forçant aussi un petit peu à jouer aux jeux vidéo. Ils vont tous rentrer dedans. Entre le psychopathe et son pote le plus proche, il va y avoir une sorte de symbiose assez dégueulasse où le psychopathe va manipuler l'autre pour qu'il lui ressemble de plus en plus, et à la fin, le gamin va tellement être infecté, en fait, va commencer à être suffisamment infecté par le roi en jaune à travers le jeu vidéo, qu'il va se prendre pour le psychopathe, et il va avoir un accident complètement défiguré. Et le scénario commence, en fait, où on se dit, bon, bah, que le gamin psychopathe, entre parenthèses, est à l'hôpital. Mais en fait, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est son petit pote qui est quasiment un jumeau. Et donc le début du scénar, c'est ça, c'est que vous devez enquêter sur le fait qu'il y a un gamin qui, a priori, après, a été à l'hôpital, et que c'est lié à un produit qui ressemble fortement quand même au sutra des feuilles jaunes, mais sous forme de jeu vidéo. Et la difficulté, c'est que le scénario est à la fois basé dans le monde réel, c'est-à-dire que vous enquêtez sur les gamins, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a disparu, donc le psychopathe, je crois qu'il a été absorbé par le jeu. Le deuxième, il est à l'hôpital, et le troisième, c'est un Ikimori. Donc il est coincé chez lui, il ne veut plus sortir, il fait que jouer aux jeux vidéo. Et donc, tout le pitch, toute la difficulté du scénario, ça va être d'arrêter le jeu vidéo avant qu'il sorte, parce qu'il est encore en bêta, et éventuellement de sauver les 2 gamins qui restent, et de triompher du méchant développeur et du gamin psychopathe, qui eux sont dans le jeu. Et c'est pas facile. Donc, il y a toute une partie qui va être sur l'enquête dans l'école, patati patata, il y a pas mal de personnages de PNJ, donc ils ont fait cette espèce de... C'est rigolo, ils ont été prendre leurs potes, et ils ont mis un filtre façon années 80 dessus, façon pixelisée années 80. Et donc voilà, le grand méchant, c'est le petit psychopathe dont je parlais, et le fondateur vous avez vu son dessin, c'est l'espèce de créateur du jeu vidéo. Il y a un Yakuza aussi qui peut vous filer un coup de main, qui peut être votre opposé. Les victimes. Généralement, vous avez toujours, c'est pas mal, c'est assez grossier, mais il y a la structure du scénario qui vous est donnée. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a toute la réflexion sur qui est le gamin de l'hôpital, parler avec le policier, rencontrer éventuellement le mafieux, parce qu'en fait, l'un des gamins, son père
il a des dettes de pachinko, donc c'est comme ça que le gamin est resté dans le jeu vidéo. Et à côté, donc de faire des recherches à la bibliothèque, hein, on reste à Cthulhu. Et il y a toute une partie dans le jeu vidéo qui est complètement différente au niveau esthétique et au niveau déroulement de ce qui se passe dans le monde réel. Donc c'est pas dans le quartier d'Adachi. Donc je passe, il y a pas mal de documents, c'est plutôt bien foutu. Là c'est beaucoup plus classique, en tout cas la partie dans la réalité est beaucoup plus classique. Et vous êtes, donc voilà, vous allez faire l'enquête. Hein, et le truc qui est vraiment rigolo, c'est quand vous commencez à jouer au jeu vidéo pour comprendre ce qui se passe. Parce que le jeu vidéo est une version plus ou moins épurée du Sutra, mais qui peut commencer à vous bouffer la tête. Le jeu devient de plus en plus réel, évidemment. Et c'est une sorte de Alice au pays des merveilles, mais avec des monstres. Vous suivez un lapin blanc, et vous retrouvez les enfants, les 3 enfants sous forme d'avatar. Il y en a un qui est un gros loup noir, il y en a un qui est un gros loup blanc, donc qui est le gamin à l'hôpital, le Pygmalion. Et le 3e, c'est un petit bonhomme, un petit samouraï avec 2 épées qui se balade, et c'est les gamins que vous essayez de sauver. Donc vous voyez, la structure du jeu est complètement différente, où vous avez évidemment le plateau d'échecs, la cour du roi, et ça devient de plus en plus, quand vous avancez, une sorte de restitution, évidemment, de Carcosa, mais sous la forme d'un jeu vidéo innocent pour les enfants, qui semble savoir ce que veulent les joueurs, et peu à peu leur offrir, en fait, une version, disons, idéalisée de leur vie, pour aller très loin. Et si les joueurs passent évidemment trop de temps dedans, ils commencent à avoir des effets dans le monde réel, et ça devient de pire en pire, et la pire chose qui puisse vous arriver, c'est évidemment que vous restiez coincé dans le jeu, et que votre corps disparaît à jamais. Donc il y a toute une enquête où vous pouvez retrouver des gamins qui est un Ikimori. Et la fin, c'est assez rock'n'roll, donc vous avez une fin dans le jeu où vous devez essayer donc de vous battre, ou d'éviter le loup noir, donc le psychopathe, et le roi pâle, qui est en fait l'avatar du concepteur du jeu vidéo, qui est encore une fois lui-même un avatar du roi en jaune, hein, faut jamais oublier ça, pour sauver les gamins, potentiellement, dans le jeu, donc en essayant d'éviter d'être infecté, et après vous barrez. Et évidemment, la difficulté et le grand final qui est très compliqué, c'est, vous dites, ok, le jeu va sortir, donc on est à Cthulhu, la meilleure activité comme d'habitude, c'est d'arriver à lier ce qui arrive aux gamins avec le jeu vidéo, pour ramener les flics en disant, ce mec a fait c'est pas un jeu, c'est un culte. Il se ramène vous ramenez dans les locaux du studio de jeux vidéo. Il y a personne sauf l'espèce de grand développeur pâle là avec ses lunettes noires et compagnie. Et le type fait et tout, vous voulez me battre? Ok, très bien. Et en fait, sa peau commence à s'arracher et il devient littéralement son avatar du jeu vidéo qui ressemble à ça. Donc qui est le roi en blanc en fait, littéralement, et qui n'a plus de forme. Enfin, en gros, qui est un avatar du roi en jaune, mais absolument dégueulasse et complètement squelettique. Enfin, en fait, la réalité se confond avec le jeu vidéo, et la bonne option, évidemment, c'est tout cramer, comme d'hab. Donc pendant que, avec un peu de chance, des PNJ qui sont là, ou certains des PJ arrivent à se battre, ou semer cette espèce d'hallucination squelettique du roi blanc, les autres doivent cramer le bureau, casser les ordinateurs, comme ça ils sont sûrs que le jeu ne sera jamais sorti au public, et qu'ils vont au moins réussir à stopper le pire de la catastrophe. Alors c'est un scénario qui est... le final est assez particulier, je trouve, d'avoir un mec qui fait ha 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 et qui retire sa peau, il s'arrache sa peau, il tord ses membres et il se transforme en squelette. Je trouve ça assez particulier, mais ça reste dans la tradition du bouquin de base, où il y avait un peu un truc énorme comme ça, avec une fille qui était une mangaka qui avait un pinceau magique qui pouvait... remodifier la réalité avec un finish qui se passait en haut de la tour de Tokyo. Donc, c'est une version, c'est une aspiration de l'appel de Cthulhu, peut-être pas celle que personnellement je ferais, ni la vôtre, mais ça a le mérite de rester cohérent par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, et d'avoir un peu ce côté bigarré, campy, années 80, qui est pleinement assumé. Pourquoi pas? En tout cas, le scénario lui-même est pas mal, avec la double structure entre le jeu vidéo et le monde réel, ça a beaucoup de mérite. Ça me fait beaucoup penser, encore une fois, à un jeu vidéo qui est pas du tout connu parce qu'il est sorti qu'au Japon, qui était sur DS, qui s'appelle Nanashi no Gemu. Donc c'est le jeu sans nom. C'est un peu le même pitch en fait. Il y a une petite fille, c'est plus comme Ring, mais en gros il y a une petite fille qui se fait assassiner par un psychopathe, et son père était le concepteur d'un jeu vidéo. Et en gros l'idée c'est que tous les gens qui jouent aux jeux vidéo meurent. Et donc quand vous jouez au jeu vidéo, donc la cartouche sur DS, vous avez à la fois vous avez des moments où vous jouez dans ce jeu-là, donc il y a un petit jeu vidéo façon RPG, Dragon Quest, NES,
avec une musique qui devient de plus en plus creepy, ou quand vous vous baladez, le monde brillant devient de plus en plus glauque, et vous commencez à voir les tombes des gens qui meurent dans la vraie vie dans le jeu vidéo. C'est absolument incroyable. Et, le reste du jeu est en fait, c'est une suite de scènes de chasse, en fait, où en gros vous faites poursuivre par des fantômes, qui sont les mecs qui se sont fait tuer par le jeu avant, jusqu'au grand final, où vous devez éviter forcément, comme dans The Ring, le fantôme de la petite fille pour la sauver, la purifier, et éviter que le jeu se reproduise. Et la pire fin du jeu, c'est que justement vous mourrez, en fait le jeu est recopié, et sauvegardé ailleurs. C'était assez génial. Ils ont fait une suite auquel j'ai pas joué, mais c'était vraiment belles idées. La Nintendo DS, c'était quand même une grande console. Donc, troisième scénario, la deuxième partie de la Gardienne du Pont, où cette fois, ça y est, c'est le grand final. Le grand final implique que la jeune concept, enfin comment dire, je vais y arriver, la jeune designeuse de mode a été chopée par le culte, machin, elle a un chapeau magique, me posez pas de questions, et elle s'apprête en fait à utiliser une opération, un défilé de mode qui est sponsorisé par l'APL, donc par le méchant monsieur ici, pour en fait utiliser sur les quais de Tokyo à l'époque, il y a un connecteur portuaire qui était en pleine construction, donc c'est dans la vraie vie, et en fait utiliser ce pompe à fini pour connecter vers Carcosa. Donc la grande manifestation, le grand défilé de mode va se transformer en fait littéralement en portail pour invoquer le roi en jaune et le faire arriver sur Terre. Ça fait beaucoup penser à la fin de Prince of Darkness, Prince des Ténèbres de John Carpenter. Et cette fois, c'est une des jeunes employées qui bosse pour donc la méchante, qui va s'apercevoir que depuis quelques mois, sa patronne est fatiguée, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait elle n'est pas complètement méchante non plus, elle s'est fait laver le cerveau, donc vous pouvez potentiellement la sauver à la fin. Et donc c'est la jeune secrétaire qui vous envoie sur cette piste-là. L'histoire est... Enfin le scénario est beaucoup plus simple et cadré qu'avant. En gros, c'est vous arrivez, vous examinez la mandala que vous avez récupérée au dernier scénario pour comprendre un peu ses mécanismes. Puis vous pouvez visiter un professeur qui a lu un petit peu le sutra des pales jaunes, enfin le sutra des feuilles pâles, mais pas complètement parce que sinon il serait devenu fou, pour vous filer des indices sur ce qui s'est passé, pour comprendre qu'en fait la gardienne du pont c'est une réincarnation, qu'il faut la stopper parce qu'elle va amener le prince sur Terre. Et il y a des trucs, il y a de plus en plus en fait d'éléments qui se mettent autour de vous, donc il y a les foules qui tiennent complètement folles, le monde devient hostile en fait, de plus en plus hostile au fur et à mesure que le défilé de mode s'approche. Vous pouvez faire une enquête évidemment dans Bloom, qui sont les locaux de là où travaillent la méchante et la secrétaire, trouver qu'il y a une mandala aussi cachée, donc ce qui permet de faire le rapprochement. Si vous avez un peu de courage, vous pouvez aussi directement aller dans les locaux de l'APL, mais bon, c'est parce que vous êtes invité par le méchant, forcément, grande tradition toulouesque, parce qu'il n'a rien à cacher. Et vous avez la petite invitation, ça va être super, avec le designer, c'est Prince. Donc en gros, c'est l'avatar mais plus design fashion, du roi en jaune, du prince des feuilles pâles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment secondaires en plus ce scénario, parce que le cœur du scénario il est très très linéaire en fait. Vous avez juste à attendre vous avez juste à attendre la présentation et le défilé de mode, et si vous vous démerdez bien, vous pouvez finir le scénario juste comme ça. Donc ça se finit, vous arrivez donc dans le quartier des entrepôts, avec le pont de lumière qui va être inauguré. À la fin en fait du défilé de mode, il y a le chef de l'APL qui dit « Allez, venez tous, on va aller dehors, je vais vous montrer quelque chose, ça va être super fun ». Et donc c'est un grand pont de lumière qui se déploie, comme sur la couverture du livre, que j'ai montré au début. Et à ce moment-là, en fait, il y a toute une... donc de l'autre côté du pont de lumière, il y a une île artificielle avec des voitures et des machins, et le prince apparaît, commence à se déployer le long de marcher en fait le long du pont, et il faut arrêter le prince avant qu'il arrive. Donc c'est là où ça devient un peu bizarre, donc Carcosa commence à se manifester, les gens deviennent complètement fous, vos joueurs potentiellement peuvent se faire corrompre, parce que le prince il lance en fait des feuilles pâles, dorées, qui commencent à vous laver le cerveau et font augmenter votre niveau d'exposition de manière exponentielle. On vous propose plusieurs solutions, puisqu'il y a aussi des gardes du corps, donc la solution la plus débile, c'est vous arrivez, vous attaquez le prince, ça marche pas, parce que forcément le prince il va vous dire vous êtes gentil, mais enfin il vous regarde, ça le fait marrer, quoi, parce que bon, ça reste un avatar d'Astur. L'idée c'est d'essayer de vous débarrasser de Chaos, donc la jeune fille, d'une manière ou d'une autre, sachant qu'elle a appris entre temps à se battre par sa réincarnation, elle sait se battre, donc ça fait un peu bizarre, mais il y a tout ce côté un peu étrange où le prince est tellement
focaliser sur son espèce d'avatar princier qui va rechigner, enfin, si vous affrontez en fait la gardienne du pont de manière loyale, il va vous laisser faire, alors que sinon il va essayer de la protéger. Enfin, c'est très très bizarre la mécanique en fait de ce qu'ils ont fait. Après, on vous propose plusieurs choses, notamment la bonne vieille, vous prenez une voiture ou un camion qui passe et vous écrasez tout le monde. Au moins comme ça, le mal est fait, mais vous êtes débarrassé de la servante du pont. Ou vous arrivez à lui faire reprendre raison. D'une manière ou d'une autre, en la plaquant au sol, en tirant son chapeau et en lui expliquant que voilà, elle a été manipulée. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Éventuellement, la magie aussi peut être utile, parce que durant la campagne, vous avez appris quelques petits sortilèges, notamment en enquêtant sur la mandala. Donc c'est un peu à vous de voir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le comportement du prince, où à la fin, il dit de toute façon, même si vous arrivez à l'affronter, vous le faites sortir, il dit de toute façon, dans 15-20 ans, vous serez tous accros à votre dopamine, sur des tout petits écrans dans votre main, donc ça change rien, je serai toujours là. Et je serai là pour vos enfants. Ça m'a beaucoup fait penser à un film que j'aime beaucoup quand j'étais gamin, qui s'appelle Le Bazar de l'épouvante, avec Ed Harris et Max von Sydow, où c'est un antiquaire, c'est un Stephen King. Et l'antiquaire arrive, c'est le diable, en fait, et il commence à détruire toute la... les gens deviennent fous, en fait, ils s'entretuent parce qu'il leur fait faire des services et tout. Et à la fin, il dit, oh, tu sais, t'as gagné, mais je reviendrai quand tu auras un enfant, et on verra s'il sera aussi près que toi. Enfin, c'était vraiment cool. Et ça finit, techniquement, l'histoire, ça peut se finir très très mal, parce que si vous amenez Carcosa sur Terre, c'est un peu fini, quoi. J'aime beaucoup aussi, c'est le preemptive strike, donc c'est l'attaque préventive, vous vous dites, bon, en fait, vous butez la fille avant... faut le savoir, hein. Mais vous tuez la fille avant qu'elle ouvre le pont, bah là vous n'êtes pas emmerdé. Par contre, vous finissez en tôle. Mais bon, on peut pas. Comment dire, parfois il faut ce qu'il faut. Bon, il n'y a même pas de stats pour le prince, il est là. Par contre, il y a des personnes de sécurité, il y a des sortes de subalternes aussi qui sont présents. Et ouais, c'est un peu bizarre parce que on est au final, mais il y a encore un scénario. Et en plus, on vous dit le scénario est lié, mais pas vraiment lié. Je m'explique. Le scénario commence en partant du principe que vos personnages sont devenus des sans-abri. Donc, soit c'était des sans-abri avant, soit c'est suite au scénario précédent ou ceux de la campagne principale, ils ont ils ont mis le pied dans la fourmilière et du coup, ils ont été destitués, ils ont été foutus par terre par le culte. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont sans-abri, ils vivent dans la rue, et un jour, il y a une fille qui vient les voir, il y a une infirmière qui dit, moi j'étais dans la rue aussi, mais il y a quelqu'un que je connais qui m'a sorti de là. Il faut juste lui rendre un service. C'est le fameux fixeur du titre. Donc c'est quelqu'un qui va s'arranger pour casser et réparer les réputations. Donc le scénario va tourner autour de 5 personnages. Il y a un PDG, un prêtre, un flic, un yakuza et un politicien. Et donc le gars, le fixeur, quand vous allez le voir, il vous dit, donc c'est l'infirmière, le fixeur a un comportement assez simple. Il vous dit, c'est lui, il vous dit, vous arrangez pour tourner en ridicule 5 personnes-là. Vous les étudiez, vous regardez ce qu'ils font, et à un moment, vous pouvez pas ne les attaquez pas, les tuez pas, mais vous trouvez assez de... vous faites un travail de détective, et à chaque fois, vous vous arrangez pour les tourner en ridicule. Donc ils ont tous des forces et des faiblesses, évidemment. Le politicien est très très dur à trouver, mais par contre, il est aveuglé par son besoin d'argent. Donc en fait, vous pouvez très facilement trouver qu'il prend des pots de vin, vous pouvez le prendre en photo. Le flic, il traîne dans des bars, des bars hôtesses, ainsi de suite. Le prêtre, il prend de l'héroïne. Donc c'est vraiment un travail de détective, en fait, vraiment du Cthulhu assez classique. Sauf que le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'à chaque fois, comme sur l'image que vous voyez là, quand vous arrivez la première fois que vous rencontrez le fixeur, il a un bras en moins, il a une oreille décollée, et il est tout seul. Puis, deuxième fois, quand vous avez mis quelqu'un, quand vous avez réussi à neutraliser une des cibles, en portant le discrédit sur une des cibles, il commence à bricoler un bras, une prothèse. Et il y a un chat. Puis quand vous en avez une deuxième, il y a 2 chats. Et cette fois, il a un bras mécanique. Puis quand vous avez la troisième fois, il a une cape. Puis quand vous avez la quatrième fois, il a un masque. Et en fait, et plus ça avance dans le scénario, Tokyo devient Carcosa. C'est-à-dire que vous baladez dans la rue, il y a des bâtiments qui changent, les rues deviennent un peu plus médiévales, et il y a des chats de Carcosa qui sont dans son bureau, en fait, en permanence. Et lui dit non, ça va, vous inquiétez pas. C'est même pas qu'il ment, mais il dit non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, continuez, je vais réparer votre réputation. Et en fait, le truc qui est très rigolo, c'est que passé un certain cap, l'historique des personnages change, et ils ont des nouvelles histoires, qui sont, vous étiez
vous étiez un poète de Carcosa, vous étiez l'un des membres de la cour de machin, et peu à peu, en fait, la réalité change complètement de bord, et vous basculez dans Carcosa complètement, et si vous faites les 5, en fait, si vous réalisez les 5 tâches qu'ils vous demandent, bah, il n'y a pas de souci, votre réputation est restaurée, mais vous vivez à Carcosa, en fait. Et le type le fixeur devient une sorte d'avatar du roi en jaune, mais un autre, quoi. C'est peut-être le scénario le plus intéressant. Évidemment, les joueurs vont très rapidement se poser des questions. Mais ça a le mérite d'être hyper original, et pour moi, coïncide beaucoup plus avec l'idée que je me faisais d'une interprétation du roi en jaune, dans ce cadre-là, à savoir voilà, des gens qui ne sont rien, qui peu à peu deviennent immenses. C'est aussi basé sur une des nouvelles de Chambers, je crois, qui s'appelle le réparateur de réputation. Et j'aime beaucoup le fait que l'historique des joueurs, donc c'est les special lore sheets, que l'historique des joueurs change au fur et à mesure, en fait, où ils commencent à devenir en fait littéralement des membres de la cour du roi en jaune. Alors il n'y a pas de souci, ils ont réparé leur réputation, mais à quel prix? Après, la santé mentale est un si petit prix à payer, et vous pouvez, donc la meilleure chose, c'est évidemment de réussir à garder la réalité, de vaincre le fixeur avant qu'il soit trop tard. Parce que sinon, il se peut que sinon, vous êtes un peu mal barré. Évidemment, comme ils disent, il y a de fortes chances que ça soit une fin un peu découpée, où certains personnages soient tombés sous la coupe en fait, du roi, du prince des feuilles pâles, et que les autres restent sur la réalité. Et donc ça fait que vous avez une partie des PJ qui vivent très bien comme ils veulent dans Carcosa, tandis que les autres sont encore des sans-abri, mais ont maintenu la réalité. Et c'est le dernier scénario, qui est vraiment bien. Enfin, moi, c'est peut-être mon préféré de tous, pour aller vite. Parce que je trouve que c'est vraiment celui qui tient le plus avec l'idée du thème que j'avais, à savoir que que la réalité se distord et que finalement, en fait, il n'y a jamais vraiment eu de réalité. Donc on a un appendice, un peu toujours pareil avec les termes, la bio des gens, compagnie, et un index. Ici tout, donc il y a beaucoup de, il y a des pré-tirés, hein. Quand vous achetez le PDF, vous avez des pré-tirés, vous avez des cartes, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est tout pour pour Carcosa Manifest, qui est le compagnon en fait du Sutra des feuilles pâles. Comment dire? J'ai un peu l'impression que c'est un fourre-tout, très honnêtement. Ils avaient 4 scénarios. En fait, ils avaient un grand final qu'ils n'ont pas mis dans le bouquin de base. Je comprends pas trop, parce que le bouquin de base, les 3 scénarios sont pas liés non plus les uns avec les autres. En fait, le bouquin de base, il y a un scénario d'accroche qui est assez simple, qui est au tout début de l'infection. Le deuxième, qui est une sorte de grand final avec avec une mangaka où on se bat, elle a un pinceau magique, château de Tokyo. Et le troisième, c'est beaucoup plus soft, en fait, où c'est à nouveau Carcosa et un château qui se manifeste, mais dans un asile. Et là, c'est très très bizarre encore une fois, on est sur un double scénario, un scénario qui est coupé en deux, ce qui fait qu'en fait la première partie doit se finir d'une certaine manière, parce que sinon il n'y a pas de deuxième scénario. On vous dit que le deuxième scénario doit être le final, mais il y a encore un scénario après. Clairement, le truc du jeu vidéo devrait être avant. Et en plus, moi c'est le fixeur que je comprends pas. Le fixeur, ils le mettent à la fin, ils vous disent, parce qu'ils ont des pré-tirés hein, à la base. Donc on vous dit, bon bah en fait finalement, vous pré-tirez, soit ils deviennent des clochards, pouf pouf comme ça, ou alors vous changez complètement de personnage. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Et ça n'a même pas vraiment de rapport, parce qu'on vous dit, oui, le fixeur a été influencé par le Sutra, mais le Sutra n'a quasiment aucune place dans le dernier scénario, quoi. C'est quasiment... On voulait faire du roi en jaune, et on a fait du roi en jaune, mais pas vraiment rattaché avec le fil, pour moi, le fil rouge de cette campagne, qui est censé être une espèce de Sutra maudit que tout le monde lit, et avec qui tout le monde... Je crois qu'il y a vraiment un problème avec ces deux bouquins, c'est que c'est des scénarios, mais c'est pas une campagne. Et c'est d'autant plus rageant que les scénarios, qu'il y a vraiment un squelette pour faire une campagne. Parce qu'on vous dit, il y a un culte, le culte, au début des années 80, il commence, il est tout faible, à la fin, ils ont plein de gens, et on pourrait faire un truc comme ça. Moi, ça me semblerait pertinent et logique. Le premier scénario, c'est c'est 3 clans plein de culte, et à la fin, c'est quasiment toute la diète de Tokyo, le Premier ministre, et c'est comment vous faites arriver à ce niveau-là. Et là, il y a un truc énorme, mais un truc beaucoup plus gros que... Là, le pont Lumière, il est littéralement au-dessus de... Je sais pas, au-dessus de Mont Fuji, j'en sais rien, mais vraiment faire un truc quasiment à la masse d'Inatotep, où c'est des enjeux qui sont immenses. Et là, j'ai pas eu l'impression. C'est vraiment une campagne en dents de scie. Si on prend les scénarios, on peut les tordre dans tous les sens qu'on veut.
C'est très très difficile, il faudrait complètement remanier les deux bouquins pour faire un truc hyper cohérent, commencer très très soft avec l'histoire du prêtre de l'autre bouquin, puis après passer un petit peut-être sur le fixeur, j'en sais rien. Mais même le fixeur, je vois pas où le mettre, quoi, parce que c'est quasiment une histoire un peu, un peu à part. C'est vraiment, ouais, c'est très dommage. C'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression que c'est, alors je trouve ça beaucoup, c'est mieux que les Enfants de la peur, dans le sens où les Enfants de la peur, moi je l'ai lu, je trouvais ça naze, où c'était très très bien, très documenté, mais alors par contre, au niveau jeu, la proposition, c'était juste, tu suis un PNJ hyper balèze et basta. Là, il y a des bonnes propositions de jeu, c'est-à-dire que les scénarios sont bien, mais ça forme pas une campagne. Pour moi, ça forme pas une campagne. C'est-à-dire que une campagne, c'est pas juste une période commune. Un antagoniste commun, c'est quand même une narration, un fil rouge qui avance, qui monte, qui descend. Même, enfin j'en sais rien, mais même Warhammer qui est pas génial. Enfin, la campagne impériale où ça part un peu en sucette dans tous les sens. Je serais le premier à le dire, le premier à le contester, à le dire. Mais on peut quand même dire, ok, on essaie de lutter contre le chaos et à la fin il y a un grand final. Et ça monte, ça monte, ça monte en crescendo. Alors que là, je sais pas, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Donc, si je devais donner un avis, c'est très bon. Dans le sens, la qualité est là. C'est esthétiquement, c'est chouette. La proposition de jeu est complètement différente de ce qui se fait. Les scénarios individuellement sont très cool. Et ça offre un dépaysement évidemment qui est omniprésent et de manière assez sympatoche. On est loin du fameux Cthulhu Kimono qui était, si vous achetiez Shadows of Japan, je crois, qui était le bouquin sur le Japon de l'appel de Cthulhu. La première page c'était Cthulhu en Kimono. Et il y avait un dessin de Cthulhu en Kimono, il disait bon, ben on a mis Cthulhu en Kimono, c'est bon, on peut passer aux choses sérieuses. Donc non, c'est assez propre, c'est assez respectueux, il y a beaucoup de recherche qui a été faite. C'est pas juste du clicheton sur pattes, ça c'est très très bien. Le contexte des années 80 est très original, mais encore une fois, pour moi, c'est pas une campagne. C'est pas une campagne parce que ça va dans tous les sens en fait. C'est une suite de scénarios qui aurait besoin d'un sévère remaniement, et j'ai quand même la désagréable impression que le Carcosa Manifeste, déjà il est censé avoir le final dedans, ce qui est pour un compagnon, ce qui est dommage, et je sais pas, ça fait un peu les restes du monde, quoi. Ça fait un peu les reliquats de trucs qu'on voulait impérativement mettre, mais on n'avait plus la place dans l'autre, ou je sais pas, c'est peut-être que Chaosium m'a dit, bah écoutez les gars, on peut juste vous faire un bouquin de 150 pages, donc si vous voulez en faire un autre, faut swiper. Pourtant c'est déjà des gros bouquins, hein, parce que celui-là il fait 200 pages, l'autre il fait 200 pages aussi, je crois, je sais plus, je suis dans la bibliothèque. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment... C'est pas un mauvais... Enfin, si vous le prenez juste pour les scénarios, foncez, il n'y a pas de souci, vous allez beaucoup vous amuser. Mais n'attendez pas d'avoir une campagne cohérente, linéaire, simple au niveau de la trame, ça sera à vous de la faire. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et encore une fois, moi, j'ai des approches pour faire Cthulhu au Japon, mais c'est pas du tout ça. Pour moi, Cthulhu au Japon, c'est la série de jeux vidéo Forbidden Siren, c'est les trucs dont j'ai parlé, c'est Nanashino Game, ça va être le Noroi, donc The Curse, qui était un film de found footage, qui était un peu dans ce délire-là. Mais c'est pas forcément comme ça que je l'aurais fait. Enfin, c'est audacieux, hein, c'est audacieux d'utiliser le orange jaune au Japon, mais... Et ça reste quand même sympa, intéressant, et comme je disais, très original. Et je pense que sur ce constat, je peux vous laisser. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!